y va? Oui. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous parlons des transferts d'entreprise. Pour ce faire, nous allons rencontrer Cynthia Doyon du CREA qui accompagne les familles agricoles pour les aspects humains des transferts d'entreprise, ainsi que la famille Vézina. Et également, nous allons nous rendre à la Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord pour aller rencontrer Patrick Giroux, qui est fiscaliste pour l'organisation. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Bonjour, je m'appelle Cynthia Doyon, je suis conseillère au CREA de la Chaudière-Appalaches, au Centre régional d'établissement d'agriculture depuis 10 ans. Cynthia, explique-nous tout d'abord, c'est quoi l'organisation du CREA? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça fait exactement? OK. Le CREA a été fondé il y a 15 ans en Chaudière-Appalaches, puis son but était d'aider au niveau du transfert puis d'assurer la pérennité des entreprises agricoles. Donc, un transfert, c'est pas juste aller chez le comptable, il y a d'autres étapes, c'est pour ça que le CREA a été mis au monde. Et là, depuis toutes ces années-là, est-ce que vous avez accompagné beaucoup de familles agricoles? Oui, on tourne environ avec 80 entreprises différentes par année. Il faut comprendre que les clients qui arrivent au CREA, c'est des clients qui sont plus sporadiques. Donc, on va travailler avec eux 3, 4, 5 ans à peu près. Puis après ça, on change parce qu'ils ont réalisé leur transfert ou on n'entend plus parler jusqu'à l'étape suivante ou que là, si on a intégré la relève, ça va aller au retrait des parents ou une étape subséquente. Vous accompagnez les familles dans les transferts. C'est quoi exactement les étapes que vous faites avec ces familles-là? Toi, ton rôle, en fait, précisément. Là. Donc, la première étape pour moi, c'est toujours d'aller voir ce que le producteur, ce que la relève, le producteur veut. Donc, c'est d'aller voir ses besoins, ses attentes. Une fois qu'on connaît les besoins et les attentes, là, c'est là aussi qu'on peut les diriger vers les autres intervenants, parce qu'on travaille en multidisciplinaire. Donc, quand ça va être le temps de voir la valeur de la ferme, la capacité de remboursement de la ferme, on va travailler avec un conseiller en gestion. Quand ça va être le temps d'aller voir le fiscaliste, on va les accompagner aussi chez le fiscaliste. Vous y allez avec eux? On y va avec eux, oui. OK. Donc, moi, je y vais plusieurs fois par année voir le fiscaliste. Donc, comme ça m'aide à comprendre le jargon. Puis, ça me permet aussi d'accompagner, de mieux comprendre le dossier. Puis, tu sais, des fois, on va voir quelqu'un, puis on revient, puis quand on en discute, il nous manque des brides d'informations. Mais si j'y étais avec eux, souvent, j'ai ces brides d'informations-là qui manquent. Donc, on peut aussi se rasseoir, discuter. Soit on a plusieurs scénarios qui sortent chez le fiscaliste, donc se rasseoir ensemble, puis discuter quel scénario le plaît le mieux. Puis, ce serait celui-là que les clients voudraient prendre, que les producteurs voudraient prendre. Puis tout ça, moi, je me dis souvent que je suis un peu un chien de garde, si on veut, de leur projet. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que vous voulez. Puis après ça, on va voir qu'est-ce qui est possible avec les autres intervenants. Donc, c'est mon rôle. Mais ça ne doit pas être évident de rentrer dans des familles comme ça. Les familles t'ouvrent grande la porte, ils te confient des choses, ils te parlent d'eux très ouvertement. C'est quoi la relation qui s'installe? C'est sûr que, comme que je veux savoir leurs besoins, leurs attentes, oui, je rentre dans leur intimité d'une certaine façon. Il y a quelqu'un un jour qui m'a demandé si je cherchais les bébites. Je cherche pas les bébites, mais je vais être sûre qu'il n'y ait pas une bébite, justement, qui nous saute à la face ou qui vienne gruger tout le projet parce qu'on n'aurait pas discuté. Donc, pour moi, c'est important qu'on aille justement discuter avec chacune des parties. Souvent, je vais les rencontrer individuellement aussi. La relève tout seul, les cédants ou les parents, mais séparés aussi, pour vraiment voir c'est quoi leurs besoins, leurs attentes à eux. Il y a des gens qui parlent moins autour d'une table, donc on va sonder aussi les plus silencieux comme ça. Puis, ça m'assure aussi une bonne relation avec les clients. Monsieur Vézina, vous avez fait affaire avec le CREA, les centres régionaux d'établissement d'agriculture, pour le transfert de l'entreprise. Pourquoi vous avez décidé de faire affaire avec cette organisation-là? Cette organisation-là, c'est lors d'une rencontre avec mon conseiller en financement des caisses populaires. On parlait de
On parle de faire un transfert d'entreprise avec mon fils, puis là, dans 4-5 ans. Puis il dit pas dans 4-5 ans, il faut que tu commences, c'est maintenant. Puis il nous avait conseillé le groupe conseil Lévis-Bellechasse avec le CREA Chaudière-Appalaches. Puis là, mais ça, tout ensemble, là, Lévis-Bellechasse, puis là, ils nous ont conseillé d'avoir des rencontres pour l'aspect humain, l'aspect financier, puis les buts de l'entreprise, puis dans le but que toutes les étapes de transfert soient bien réalisées. Parce que pour nous autres, là, moi, dans le temps, quand j'avais acheté de mon père, c'était un peu le même processus, mais le transfert, ça pouvait se faire plus facilement, de père en fils. Mais là, il faut que ça soit fait graduellement. Déjà là, que mon père était propriétaire unique, on a fait une société en nom collectif, moi et mon épouse. Puis là, on a incorporé Étienne, puis c'est un peu ça, Fait que c'est quelqu'un qui vous a vraiment référé à faire affaire avec ça. Y a-t-il une situation idéale pour le transfert, un nombre d'années sur lesquelles on devrait l'échelonner? Non, il y a un cliché qui veut qu'on mette ça sur le plus longtemps possible. Je viens de le dire, c'est un cliché. Ce qui est important, c'est de se positionner. Comment qu'on peut se positionner? On peut se positionner quand on décide de faire un investissement, de voir quel va être l'impact de cet investissement-là à long terme. On se positionne aussi en ayant des définitions de tâches et de responsabilités claires dans notre équipe, en sachant qui va faire quoi et comment ça va être fait. On peut se positionner aussi en tenant des réunions. Donc, tout ça, c'est comme un travail qui se fait en aval du transfert. Puis, on arrive au moment du transfert. Puis, le moment du transfert, il y a 3 choses à transférer, comme tu le sais. Donc, on transfère les savoirs, les pouvoirs et les avoirs. Donc, souvent, les gens, quand on parle de transfert, pensent tout de suite au transfert des avoirs, mais c'est juste une partie. Puis, c'est une partie qui peut être faite assez rapidement. C'est un réflexe d'avoir ce côté-là, dans le fond, qui ressort en premier. Oui. C'est normal, là. C'est normal. Puis, quand on parle de transfert, on parle toujours impact fiscal. Donc, ça, on a bien peur de tout ça. Donc, on veut aller tout de suite là. Mais il y a différentes façons de le voir, l'impact fiscal. Il y a différentes façons de le travailler. Mais pour ça, il faut savoir qu'est-ce que les producteurs veulent au début. C'est quoi que vous voulez comme transfert. Puis, après ça, on peut mieux le voir. Puis, il ne faut pas oublier justement le transfert des pouvoirs et des savoirs est très important aussi pour que ça aille bien après sur l'entreprise. On essaie d'appeler le CREA avant pour éviter. Est-ce qu'on sent que, que les gens, les producteurs sont de plus en plus sensibilisés à ça? Est-ce que vous le sentez? Est-ce que ça arrive souvent que vous êtes appelé quand le feu est pogné? Non, pas tant que ça. Non. Une chance, parce que c'est très difficile. Moi, je te le dis, là, on nous appelle quand le feu est pogné, puis je suis pas un très bon pompier. Donc, quand il y a un état de crise, quand le conflit est ouvert, parce qu'on aide au niveau du transfert, mais on gère aussi tout ce qui est l'aspect plus humain, organisationnel sur les entreprises. Donc, des fois, on nous appelle. La relève parle plus à ses parents parlent plus à la relève, ou ils sont 2 frères, puis les 2 frères... ils ne se regardent plus dans les tables, bien, c'est beaucoup plus difficile de ramener une bonne relation à ce moment-là. On est mieux de prévenir une dégradation de la relation qu'essayer de la soigner une fois qu'elle est arrivée. Qu'est-ce que ça vous a donné? Est-ce que vous avez senti, justement, vous êtes là-dedans présentement, vous avez rencontré Cynthia. Comment ça se passe, les rencontres? Qu'est-ce qu'on en retient de ça? On retient que si on avait été tout seul, on aurait été dépourvu. Oui? Ah oui. Il y a beaucoup de chemins qu'on aurait fait inutilement. Okay. Puis des chemins peut-être qu'on n'aurait pas pris, qu'on ne savait pas. Fait que là, tout nous est tracé un peu d'avance pour savoir où on s'en va. Puis, non, très bien. Puis l'aspect humain du CREA, là, très important. Savoir les objectifs de chacun. Nos objectifs de retraite. Les objectifs qu'Étienne veut. Puis mon épouse est dans l'entreprise, mais pas à 100 elle est comme partenaire, mais elle vit l'impact de l'agriculture, du transfert. Puis qu'à un moment donné, on veut avoir une retraite, savoir une retraite dorée, puis partir en voyage l'hiver en Floride. Entre ça, puis avoir un peu plus de... Parce qu'on a quand même travaillé longtemps... pour monter une entreprise comme celle-là. Une entreprise, oui. Puis nos REER, puis nos chers, on les a toujours mis dans l'entreprise. Dans la ferme. Fait que là, à un moment donné, tu peux pas vendre l'entreprise à ton fils ou à valeur marchande. Par contre, mais c'est un peu tout ça qu'on est éclairé. Les objectifs de chacun, ça, c'était très important.
Avec l'accompagnement, c'est sûr qu'on fait comme un peu un tampon. Parce qu'il y a toujours des gens qui veulent aller plus vite, puis des gens qui veulent aller moins vite, puis on n'a pas tous la même vision. Moi, je dis souvent aux producteurs, vous êtes dans un bateau. T'sais, votre entreprise, votre équipe, vous êtes dans un bateau, il faut que tout le monde rame à la même vitesse, puis rame dans la même direction pour que ça aille bien. Puis, on est là pour les aider à ramer dans la direction qu'ils veulent, puis au même rythme que les deux veulent. Tu sens que les cédants sont prêts au transfert. Bien, habituellement, quand ils t'appellent, c'est certainement parce qu'ils sont prêts. Plus ou moins. Bien, comme que j'interviens aussi dans les phases d'intégration de la relève, des fois, les cédants ne sont pas tout à fait prêts. Un des trucs qu'on donne beaucoup aux cédants pour se préparer, c'est de se trouver des activités, des loisirs à l'extérieur de l'entreprise. On commence par un train de congé, mais dans le train de congé qu'on a pris, on va souper au restaurant, ou on va faire une partie de quilles, ou on va faire une partie de golf. Et comme ça, on se trouve d'autres intérêts à l'extérieur de la firme. Et ça nous aide à se dire, bon, ben, un jour, je vais pouvoir décrocher. Puis, ça nous apprend aussi à notre relève à prendre les responsabilités quand on n'est pas là. Puis est-ce que c'est déjà arrivé que tu as accompagné des familles que finalement, le transfert, ça n'a pas marché du tout? Finalement, il y a des choses qui ont éclaté ou, à l'opposé, des francs succès. Qu'est-ce que tu as vécu justement dans ces deux extrêmes-là? Bien, j'ai vécu les deux. Oui. Tu sais, j'ai des places où ça a super bien été, que ça a bien roulé, puis il y a d'autres places où malheureusement le transfert s'est pas fait pour différentes raisons. Puis c'est malheureux, on voudrait que toutes les entreprises soient transférées, mais c'est pas une réalité. Toutes les entreprises n'ont pas la capacité d'être transférées, que ce soit mal positionné au niveau financier, qu'on ait un cédant qui veut aucune cogestion et qui est prêt tout de suite à se retirer, et qu'on ait une relève mal préparée pour prendre l'entreprise. On l'a. On les voit, tous ces cas-là. Ce que je vois moins souvent, ben, c'est le cas de la belle-fille qui part avec... Non, ça se fait pas, ça? On en entend beaucoup, mais celle-là, je l'ai vue moins souvent, à vrai dire. Parle-nous tout d'abord, ta famille et toi, vous êtes accompagnés dans le transfert par le CREA. Toi, tu es la relève de l'entreprise. Ouais. Comment ça t'a aidé? Comment ça t'aide dans ces étapes-là de transfert? Bien, c'est plus l'encadrement de ça, c'est qu'on ne sait pas tout ce qu'il y a à remplir comme paperasse, de ci puis ça. Fait qu'à un moment donné, avoir de l'aide du CREA ou de tous les plus intervenants possibles, là, ça aide beaucoup pour la suite là, de tout ça. Puis, moi, ben, ça nous en apprend aussi sur les membres de la famille? C'est ça un peu, là, qu'est-ce que tout le monde là, a comme objectif aussi là-dedans. Là, fait que c'est... Puis tout à l'heure, ton père nous disait que les objectifs que tu avais, ça ressemblait beaucoup aux siens. Ouais. Ça, est-ce que c'est rassurant justement de voir qu'on s'en va dans la même direction pour la firme? Oui, ça limite peut-être le nombre de litiges, de petites frictions qu'il pourrait avoir. C'est sûr que, comme je dis, il y en a tout le temps, là, on a quand même des visions différentes parfois, aussi. Mais le principal est sensiblement la même chose pour lui, pour moi. On a le même but là, à viser. Là, fait que... Puis même si l'entente est encore bonne avec ton père, c'est important justement de faire affaire quand même avec Cynthia pour les aspects humains aussi. Oui, aussi. C'est parce que des fois, peut-être qu'on n'ose pas dire tout ce qu'on directement à lui ou lui versus moi, envers moi. Fait que peut-être avoir un intermédiaire pour qu'on puisse... C'est comme si c'est plus rassurant, je sais pas si mais non, ça nous permet... C'est pour ça que ça permet d'en connaître plus aussi sur l'autre. C'est quoi le conseil que tu leur donnerais justement pour les convaincre là, de ne pas être tout seul là-dedans? OK. Bien, on dit souvent que seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. Donc, ça serait le premier conseil que je leur dirais. Je leur dirais aussi que si c'est important l'harmonie, des fois, on rentre on n'a pas besoin de ça, des conseils ou des gens qui vont nous accompagner. Tout le monde s'entend bien, ça va bien chez nous. Super heureuse pour vous. Mais je veux que ça continue aussi, une fois que le transfert va être fait, puis une fois que après le transfert, là, durant le transfert, après le transfert, cette harmonie-là est aussi importante. Puis comment préserver cette harmonie-là? C'est en s'assurant que les besoins et les attentes de chacun sont rencontrés dans le processus. Donc, c'est à ça qu'on aide. Et les conseillers, on aide aussi à s'assurer que c'est le meilleur plan pour vous, puis le meilleur plan pour votre entreprise.
l'entreprise s'appelle Faux du Bio. Ici, au marché du Vieux-Port, on est à l'année, on a des produits qu'on aime pour des gens qui sont amoureux du plaisir de la table. On a des produits qui sont certifiés biologiques à 90 et des produits qui sont non certifiés à 10 pour compléter ce qu'on ne peut pas avoir dans le certifié. OK. Les produits sauvages n'ont pas de certification biologique. On a une gamme complète de produits variés. On part des huiles, on a des confitures, confitures de petites fraises des champs, on a des produits d'érable biologiques ramassés à la chaudière, pas de séparateur encore, les miels, miel aux fruits, les farines qui sont faites à la meule de pierre depuis 1850. On a des pains sans gluten, on est aussi dans des produits sans gluten OK. et des charcuteries. Dans les charcuteries, on a des produits de boucherie, porc, veau, bœuf, poulet, lapin. Après ça, des produits affinés et des produits transformés comme les terrines, pâtés, crotons. Et on va rentrer une gamme complète de charcuterie de loup marin aussi, OK. des îles de Madeleine. Ouais. OK. Et là, qu'est-ce que les consommateurs vous disent quand ils viennent à votre kiosque? Ils veulent du bio, évidemment, s'ils Ils viennent veulent du ici. bio. C'est quoi les questions qu'ils vous posent? L'élevage de l'animal, le bien-être, pas d'hormones, pas d'antibiotiques, pas de farine animale, pas de farine végétale OGM. Dans les hachoirs pour les charcuteries séchées, on a souvent filet de porc, fesses, épaules. On n'a pas d'agent de remplissage, donc on a des produits qui sont biologiques, sans gluten, sans nitrite, flore microbienne autochtone, donc c'est vraiment un produit santé. C'est comme une charcuterie de qualité et puis belle conservation jusqu'à 3 mois. On fait des dégustations pour les tours du Vieux-Québec aussi, pour les étrangers. Alors, on arrive à avoir des plats cuisinés aussi. On est dans la choucroute également. On est dans les produits transformés, prêts à manger, affinés, etc. On essaie de faire une belle gamme. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est important pour vous d'avoir cette variété-là de Oui. produits au kiosque. Ça fait la différence? C'est ça. Oui. Les clients veulent une diversité, puis on essaie d'aller chercher au maximum des produits de petites fermes, des gens qui n'ont pas les moyens humains et financiers souvent d'avoir un kiosque au marché à l'année. Donc là, on peut être une belle vitrine pour reproduire des gens qui font leur travail avec qualité au Québec. Bonjour, mon nom est Patrick Giroux, je suis fiscaliste à la Fédération de l'UPA de la capitale nationale Côte-Nord depuis 10 ans. Tout d'abord, dis-nous, c'est quoi un fiscaliste? Comment on devient fiscaliste? Est-ce que ça prend certainement des études particulières? C'est quoi un peu ton portrait à toi? Bien, moi au départ, je suis comptable agréé, donc maintenant comptable professionnel agréé. Donc j'ai œuvré en certification pendant environ 5 ans. Et ensuite, je suis allé faire ma maîtrise à l'Université de Sherbrooke. Donc, je détiens une maîtrise en fiscalité. Ce ne sont pas tous les fiscalistes qui détiennent une maîtrise en fiscalité. Il y en a qui vont avoir un cours offert par l'Ordre des CPA, l'In-Depth Tax Course qu'on appelle, ou il y en a qui vont devenir fiscalistes avec l'expérience. Par la bande un peu. C'est ça, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de titre professionnel attitré au fiscalisme. Mais moi, je détiens une maîtrise en fiscalité. C'est quoi ton rôle par rapport à ça? Bien, mon rôle de départ, c'est sûr que c'est beaucoup d'informer les clients, parce qu'on ne se le cachera pas, la fiscalité, c'est un sujet qui est très complexe. Bon, donc, mon défi principal, c'est de prendre un sujet très complexe et de le vulgariser pour nos clients qui sont des producteurs, pour qu'ils comprennent c'est quoi les impacts fiscaux liés à un transfert de ferme. Donc, il y a un premier aspect bien important qui est l'information. Un autre aspect, bien écoutez, c'est évident que c'est de mentionner quels sont les impacts fiscaux. Si on fait telle transaction, quelle sera la conséquence fiscale? Les conséquences fiscales, c'est de présenter différentes options. Si on fait la transaction de telle façon, il va y avoir telle conséquence fiscale. Si on modifie la transaction, les conséquences pourraient être différentes. Donc, il y a cet aspect-là qui est très, très, très important. Puis cette rencontre-là va se faire va se faire toujours avec la présence autant des cédants que de la relève. OK. Et à quel moment les cédants, quand ils décident qu'ils font un transfert d'entreprise, à quelle étape de ce transfert-là, ils viennent vous voir en tant que fiscaliste? Bien, il faut comprendre que dans le cadre d'un transfert de ferme, habituellement, ça va être un transfert qui va être progressif. Donc, ça ne sera pas un transfert. Il va évidemment avoir une intégration. Pas évidemment, mais
dans la plupart des cas, il va y avoir une intégration dans un premier temps. Donc, ça va être la première occasion, je vous dirais, de rencontrer tout le monde. Mais même au préalable, il pourrait y avoir, lors de la rencontre annuelle avec le comptable, à l'UPA, ben, tu sais, des fois, le producteur a des questions sur le transfert de ferme, ben, c'est le bon moment. Ben, écoutez, là, rencontrer le fiscaliste une petite demi-heure juste pour un peu se présenter, se mettre en contexte. Mais après ça, ben, il va y avoir évidemment une première rencontre qui va concerner plus l'intégration de la relève. Parce que, bon, écoutez, dans le cadre d'un transfert de ferme, c'est rare que ça se fait tout d'un coup. Donc, ça y va par étapes. Il y a la fiscalité du cédant qui est bien importante. Mais il y a aussi la fiscalité de la relève. Donc, des fois, ça peut avoir un impact sur la suite des choses. Et est-ce qu'on pourrait demander, proposer un changement de forme juridique, par exemple? Donc, ça a un impact sur le futur de l'entreprise. C'est quoi les avantages, les inconvénients d'avoir soit une compagnie, d'être enregistré? Comment ça fonctionne, ça, tous ces aspects-là? C'est un peu complexe, évidemment, Oui. là, mais si on résume, là... Bien, ça va être beaucoup de la fiscalité au départ qui va diriger un peu là, les formes juridiques. On ne se cachera pas, c'est sûr que les propriétaires uniques, il y en a de moins en moins. Parce que, bon, les fermes ont évolué au fil des années. Il y a eu l'intégration. Pour être un propriétaire unique, il faut être une seule personne. Donc, dès qu'on a un autre partenaire d'affaires, ça marche plus. Ça marchera plus. Et après ça, ce qu'on va rencontrer le plus souvent en agriculture, c'est soit les sociétés en non collectif ou les sociétés par action. Et le passage de la société en non collectif à la société par action va plutôt se faire dans un contexte où on paye plus d'impôts en étant en société non collectif qu'on en paierait si on était en compagnie. Donc, c'est vraiment ces éléments-là qui vont habituellement, ça penche proposer. Un peu dans la oui, balance. C'est ça. Mais eux, c'est facile pour eux de faire le transfert d'un à l'autre? Est-ce que c'est complexe comme étape pour eux? C'est assez complexe. Oui, c'est une bonne transaction. Si on regarde passer d'une société non collective à une société par action, c'est une bonne transaction, ça ne le cachera pas. Il y a des changements de nom, il y a des changements de numéro de TPS, TVQ, avertir les fournisseurs. Bon, il y a beaucoup de modalités des formulaires fiscaux. Donc, c'est quand même une bonne transaction. Je les avertis par rapport à ça, puis je les avertis que je les prends un peu par la main. Ouais. Donc, ils m'appellent souvent. Ça peut arriver que des gens, finalement, se retirent. Ça, j'en ai vécu. Des gens de dire, ça, on n'a pas le contrôle là-dessus, de dire que, OK, une relève, oui, on transfère la ferme, mais finalement, après un certain nombre d'années, on se rend compte que ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas ça qu'on veut. Donc, ça, oui, on a envie, malheureusement. Des gens qui n'écoutent pas les conseils, non, ça, par exemple, je pense que le défi que j'ai, c'est de bien me faire comprendre. Puis ça, je pense que ça va très bien de ce côté-là. Donc, les gens comprennent. Tu sais, quand je propose telle transaction, en présentant différentes options, bien, on voit déjà que, OK, celle-là, elle est beaucoup plus avantageuse, puis on est capable de comprendre pourquoi c'est plus avantageux. Donc, c'est sûr que je vous dirais que la quasi-totalité des gens, là, ils font confiance. Ils font confiance. Lorsqu'on établit des premières rencontres avec les gens, lorsqu'on fait des premières rencontres avec les gens, on va parler de grandes lignes. Tu sais, on peut parler d'âge, proposé pour un transfert de ferme, d'âge idéal, c'est plutôt le bon terme. Écoutez, si on fait un transfert de ferme avant d'avoir l'âge de 65 ans, si on a constaté nos impacts fiscaux avant d'avoir l'âge de 65 ans, c'est très intéressant. C'est meilleur d'un point de vue fiscal. Donc, des fois, de discuter de tout ça quelques années auparavant, c'est sûr que quelqu'un qu'on rencontre pour une première fois à 62 ans, puis il n'avait pas prévu de faire un transfert de ferme, bien là, il est comme un peu shaké de tout ça. Mais de le rencontrer dans un plus jeune âge, dans le début cinquantaine, de commencer à en discuter, bien, ça peut préparer le client pour une intégration, un transfert de ferme. Donc, l'âge est bien important là, dans le... Parfait. Bien, merci beaucoup, Patrick. Ça fait plaisir.
Alors Catherine, cette semaine, notre thème d'émission, le transfert d'entreprises agricoles. Est-ce que justement on a des informations historiques par rapport à ce thème-là qui quand même ne date certainement pas d'hier non plus? Le transfert, on en a vu depuis beaucoup d'années. Bien oui, puis c'est certain, Cathy, que quand quelqu'un a travaillé toute sa vie sur une entreprise agricole, sur toutes sortes d'entreprises, mais agricole en particulier, il va avoir à cœur de le léguer. Hein? On ne travaille pas toute une vie sur quelque chose en se disant, bon, je laisse ça un peu au hasard des choses. Alors oui, la question du transfert, ça fait longtemps que ça préoccupe les gens d'ici au Québec. Entre autres, dans la vallée du Saint-Laurent, dès l'époque de la Nouvelle-France, on avait cette idée-là de transmission. Quand c'était pas par héritage, c'était du vivant des parents. C'était un peu une sorte de retraite anticipée, on pourrait dire. Quand un parent ou un couple de parents se sentait vieillir et n'était plus capable de prendre soin de la terre, il pouvait décider de la donner à un de ses enfants qui était plus méritant. On appelait ça une donation entre vifs, donc entre personnes vivantes. Et ça existe encore de nos jours, mais on en a de beaux exemples. Ici, j'en ai une pour toi. Donc, celle-là est quand même assez ancienne. On est dans les années 1840. Et ça va préciser, par exemple, OK, je te donne ma terre, mais en échange, je veux. Et là, on a toute une série de choses qui sont exigées. Par exemple, une telle quantité de farine, un cochon gras par année, donc pour faire boucherie, un certain nombre d'objets de tous les jours, du vin, du tabac. Donc, c'est assez particulier. C'est des documents exceptionnels pour comprendre le mode de vie de nos ancêtres. Alors, c'est le fun de voir à quel point, par cette volonté-là de transmettre le patrimoine familial, la terre familiale, on a accès à des pans comme ça du quotidien de nos ancêtres au Québec. Parfait. Merci pour tes informations, Catherine. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission sur le transfert d'entreprise. Merci à nos deux invités de cette semaine, Cynthia Doyon et Patrick Giroux. Et tant qu'à moi, il faudrait que je réfléchisse, voir à quelle relève d'entreprise que je pourrais faire, parce que dans le fond, moi, j'aime les alpagas, j'aime les moutons, j'aime les vaches, j'aime comme tout, là. Fait que c'est ça.